Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la pop culture par leur travail au quotidien. C'est une nouvelle entrée dans notre désormais traditionnelle série de bilan et perspectives pour l'année 2024 et l'année 2025. On fait le tour de France des éditeurs de comics et nous avons le plaisir dans ce podcast de retrouver une fois de plus monsieur Thierry Mornay, directeur de collection aux éditions Delcourt. Salut Thierry. Salut Arnaud, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Bah écoute, à chaque fois que je te propose, tu ne te refuses pas, donc moi je continue tant qu'on peut avoir ces moments d'échange ponctuels. Tant que je gagne, je joue, absolument. Ouais, c'est ça. Ponctuels et réguliers. Alors on est en début d'année donc 2025 et la première question par laquelle je commence toujours, puisque maintenant ça fait quelques temps qu'on fait cet exercice ensemble, c'est de savoir un petit peu quel est le bilan. On rentre dans le vif du sujet que tu tires de l'année 2024. On avait, alors moi j'ai réécouté ce qu'on avait enregistré l'année dernière et tout. Il y avait vraiment pas mal de points intéressants pour cette année. Donc j'aimerais un peu avoir ton ressenti sur ce qu'était 2024 pour Delcourt Comics. C'est plutôt un ressenti positif, mais je vais pas te raconter ni de crack ni l'inverse en fait. Mais c'est une année moi que je qualifierais de stable, mais qui a été émaillée aussi d'excellentes surprises en fait et de choses qui étaient peut-être assez inattendues, où on a eu la confirmation d'un certain nombre de choses qui étaient lancées, qui étaient souhaitées, et puis des surprises qui ont émergé auxquelles on s'attendait pas forcément, sur lesquelles on misait pas forcément avec un degré de succès tel que celui-ci. D'une part, on a réussi à contrôler, comme ça avait été annoncé il y a maintenant 1 an quand on s'est vu, c'était juste avant Angoulême aussi. On a contrôlé complètement notre nombre de parutions parce que c'était une vraie intention de départ. C'était d'un peu moins sortir d'albums. Donc j'ai une quarantaine en fait de sorties annuelles aujourd'hui. Et c'est une vraie volonté stratégique de maîtriser le nombre d'ouvrages que l'on propose. Composé aussi de pas mal de rééditions au format intégral. Ça avait été quelque chose qu'on a relancé et qui va se sentir également sur l'année 2025. On en parlera plus tard. Tu nous avais dit que tu mettais un petit peu de frein là-dessus, puisque toutes les intégrales, c'est vrai qu'en 2022, on avait observé qu'il y avait eu effectivement cette initiative de rééditer pas mal de choses, que ce soit Tony Chu, que ce soit que ce soit Velvet par exemple, même Criminal aussi. Et tu disais que tu voulais un petit peu ralentir sur 2024. Ralentir sur ce qui fonctionnait moins bien, en fait, tout simplement. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre de la rationalisation du catalogue, de la gestion du fond également, parce que quand moi ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai le plaisir de piloter ce catalogue aux côtés de Guy. On arrive obligatoirement à un nombre de références importantes, peut-être pas autant que lorsque on publie dans des gros tuyaux 15 nouveautés à la semaine, mais il y a quand même une gestion de fond qui doit s'opérer sur des séries qui restent présentes au catalogue sur la durée. On a renouvelé par exemple la confiance, c'est Mike Mignola qui a renouvelé la confiance à notre égard en re-signant un contrat cadre, un master agreement sur tout l'univers Hellboy par exemple. Parce que ça, tu veux dire que c'est quelque chose qui est pas forcément acquis. C'est des choses qui auraient pu. Après, j'ai envie de dire Alors, techniquement, c'est jamais acquis parce que tant que le contrat est pas signé, on peut toujours se dire. Moi, je suis pas du style à annoncer un truc tant que c'est pas signé, tant que j'ai pas la confirmation. Et on peut toujours se dire que quelqu'un peut sortir du bois, faire une offre délirante et puis tenter de vouloir venir choper une licence sur laquelle on travaille. Maintenant, il y a une confiance qui est établie maintenant depuis plusieurs décennies auprès de certains auteurs qui sont vraiment des auteurs maison, des piliers du catalogue. J'étais pas spécialement inquiet. Après, il faut faire les choses proprement, bien et de manière rationnelle là aussi. Et puis on n'a pas de grosses surprises. Donc là, en l'occurrence, oui, ça a été un contrat qui s'est renouvelé sans trop de soucis, puis qui permet d'ouvrir sur d'autres choses. Mais on en parlera tout à l'heure pour 2025. Donc une maîtrise du nombre de parutions. On retente effectivement un certain nombre d'intégrales. Sur 2025, on y viendra, même sur des séries qui avaient été un peu chahutées en termes commerciaux, en termes de vente. Donc c'est pas un scoop, mais on relance par exemple les intégrales BPRD parce qu'on sent que là maintenant il y a un peu d'eau qui est passée sous les ponts et puis on sent qu'il y a une demande en fait qui est présente. Les gens en ont peut-être marre de faire face aux spéculateurs pour acheter les anciennes éditions et nous c'est un peu notre devoir en entretenant aussi un catalogue, celui notamment de Hellboy et de l'univers Hellboy, que de continuer à proposer des références qui jusqu'alors étaient depuis quelque temps épuisées au sein de notre offre, quoi.
Et puis au chapitre des belles et bonnes surprises, on a eu Les Affamés du Crépuscule, par exemple, qui était l'adaptation en français de The Hunger and the Dusk, avec un second tome qui tarde un petit peu parce que Chris Weighuis met du temps à boucler ce deuxième bouquin, mais il arrivera courant 2025. Et le premier tome a été une vraie belle surprise puisqu'on a réimprimé dans le mois qui a suivi la sortie, ce qui est suffisamment rare pour être noté, avec des chouettes scores et une très belle réception à la fois critique et du public. Et puis une belle tournée qu'a fait Chris aussi pour supporter l'album, donc ça c'était chouette. On a toujours nos licences. Alors j'aime pas ce terme-là parce que c'est pas vraiment le cas. Tu ne l'aimes pas. Non, j'aime pas parce que c'est pas adéquat en fait. Mais on va dire qu'il y a des séries et des univers, notamment Invincible et Walking Dead, qui restent extrêmement forts. Aujourd'hui, on a terminé Invincible, mais on poursuit début 2025 avec l'univers Invincible et la réédition au format intégral, même format que les intégrales Invincible d'ailleurs. Tech Jacket en tête, qui va rejoindre les Gardiens du Globe, qui va rejoindre Brit, et puis Wolfman qui va faire aussi son retour, ce qui est assez logique finalement. Tout ça en attendant Battle Beast, qui est une nouvelle série qui a été annoncée par Robert Kirkman et Ryan Otley, mais qui fera son apparition au catalogue, je pense pas avant l'année tout début prochaine, 2026, on va dire. Ouais, ça va être ça le créneau. Donc on va travailler là-dessus. On a fêté le 30e anniversaire de Hellboy également, de la même manière que l'année précédente, on avait fêté le 30e de Spawn. Je sais que tu veux revenir sur la question de Spawn, mais on en parlera tout à l'heure. Brubaker, Phillips, ça reste une valeur sûre, certes, au niveau qualitatif, puis là, même au niveau quantitatif, on a eu une très belle surprise, un beau blip sur le radar, comme on dit, avec Là où gisait le corps, qui est probablement l'un des meilleurs ouvrages qu'ils ont produit depuis très très longtemps. Et ceci dans l'attente, effectivement, courant 2025, de l'arrivée de Criminal sur la plateforme Prime Video, et qui devrait permettre à un certain nombre de lecteurs qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu la chance de lire Criminal, de découvrir cette série qu'on présente toujours sous la forme d'intégrale aujourd'hui. Il y aura de la nouveauté également sur Criminal, qui a déjà été annoncée aux États-Unis et qui devrait sortir là-bas fin du printemps à l'été, on va dire, c'est à peu près ce qui est prévu, et qui sortira fin de l'année 2025 chez nous. Le temps de l'adapter proprement, puisque l'un des avantages, je dirais, de contrôler bien notre nombre de parutions, eh bien, ça permet d'attribuer plus de temps, plus d'attention à chaque ouvrage. Et c'est un vrai luxe, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout contraint, poussé par une surproduction. On maîtrise complètement la manière qu'on a de pouvoir travailler sur les ouvrages. Ça offre plus de temps aux lecteurs pour nous fournir des textes qui sont travaillés, retravaillés, relus. Et nous, de notre côté aussi, du temps pour travailler les adaptations finales. Et ça, c'est un vrai luxe. C'est aussi du temps pour développer la manière dont on va aborder les ouvrages avec le marketing, par exemple, ou le service commercial chez nous. Et voilà. Donc, et puis la dernière bonne surprise de fin d'année, puisqu'on couvre un petit peu ce bilan là, c'est Cosmic Detective, qui était le retour de Matt Kind au sein de notre catalogue, et puis l'arrivée de Jeff Lemire, et il y en aura d'autres, voilà, de Jeff aussi. Très bien, très bien. Alors, je me permets de faire vraiment le grammaire nazi, mais on dit Jeff Lemire. Je sais que c'est un truc que depuis 10 ans, en fait, on dit tous Jeff Lemire, mais non. Il veut qu'on l'appelle Jeff Lemire. Oui, Jeff Lemire. Alors, on le garde en ligne de mire, alors tout va bien. Merci. Exactement. Non, mais blague à part. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des choses que je voulais revoir avec toi, et notamment Les Affamés du Crépuscule, donc de J. Willow Wilson et Chris Weighuis, où on avait parlé un petit peu parce que depuis le temps qu'on se parle, on parle souvent des questions de format. Ouais. Et c'est vrai que sur beaucoup de tes titres, on avait quand même une charte graphique qui était actée depuis longtemps, les dos noirs, carrés, tout ça. Et effectivement, ça remonte un peu quand même. Ouais, mais effectivement, et je veux dire, le truc, ce que je veux dire, c'est que t'as des exemples comme Porcelaine, en fait, où vous êtes déjà sorti du format, mais là, il y a peut-être eu un retour en fait à ce genre d'expérimentation. C'est un retour vraiment parce que tu regardes les spawns français qu'on a sortis, celui avec Alexis Briclot, il y a maintenant plus de 10 ans, c'était déjà du format album. Tu regardes le Fléau, la première édition qu'on avait proposée, c'était du format album. Porcelaine est un excellent exemple, puisqu'on continue d'ailleurs à l'avoir au catalogue aujourd'hui.
et pour une durée indéterminée. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai vu, et que donc il y a ce dos blanc, enfin pardon, ce dos rond, justement en blanc, mais avec quand même un tranche-fil et tout. Ouais, ça dénotait un petit peu, et je me dis, est-ce que tu penses que ça a pu participer aussi à une meilleure reconnaissance de l'album par les libraires, à une meilleure probablement mise en place? Alors peut-être moins d'ostracisme, je mets entre guillemets le terme, de la part des libraires, puisqu'ils n'ont pas forcément apparenté à des comics en fait. Bien qu'en termes de, je te coupe, hein, mais bien qu'en termes de segments, chez GFK, il a bien été catalogué comics. Hein. Oui, il a pas été mis en BD de genre. Là aussi, c'est un vieux débat que l'on a sur ce qu'est la signification du terme comics. Effectivement, comics, c'est simplement une bande dessinée de provenance anglo-saxonne, hein, tout simplement, on le voit bien. Non, ce qui a été déterminant, c'est peut-être ma détermination à convaincre Guy de travailler sur ce format-là et de revenir à ce format-là, en fait, pour une sélection bien particulière d'ouvrages, parce que je suis pas du tout partant pour tout publier dans ce format-là, loin de là, parce qu'il y a une essence même dans la narration de certains titres qui justifie que ça continue à être publié au format comics traditionnel, on va dire, même si c'est des formats agrandis, qu'on appelle chez nous les formats prestige, à l'instar de Invincible par exemple. Mais en ce qui concerne Les Affamés du Crépuscule, on avait affaire à un récit dont la teneur d'une part et la narration graphique d'autre part justifiait pleinement qu'on le présente aujourd'hui dans un format qui était celui d'une bande dessinée classique, d'accord. C'est de l'heroic fantasy pure, c'est de la romance fantasy, on va dire ça. De la romantaisie. De la romantaisie, ouais, c'est bien, les néologismes fleurissent, c'est bien. Ouais. Et puis c'était aussi quelque part une manière de préparer, c'est probablement le dernier point marquant de notre année 2024, l'arrivée au catalogue des titres Distillery qui eux-mêmes, par leur format d'origine de publication, en fait, cassent complètement les codes des formats traditionnels comics. Pour travailler dans un format qui est complètement hybride finalement entre comics, narration, c'est vraiment les formats fusion, c'est un terme que j'ai probablement déjà utilisé, qui est une format fusion entre la narration comics et le format de publication en bande dessinée traditionnelle, bande dessinée dite franco-belge. Et donc oui, c'était une manière d'arriver à ça, et c'est un format qu'on a adopté également pour Cosmic Detective. Donc oui. J'ai pas de réponse à ta question sous-jacente qui était est-ce que ça a concouru au succès du bouquin ou pas? Probablement en partie, puisque ça lui offre plus de visibilité. Et aujourd'hui, on sait bien que le nerf de la guerre, c'est d'arriver effectivement à ce que nos ouvrages soient vus dans un premier temps par les lecteurs, et puis achetés et on l'espère lus dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que l'arrivée de Distillery, avec qui on a un accord là aussi de longue durée, qui nous permet de publier l'intégralité du catalogue si on le souhaite, à une ou deux exceptions près, qui sont des exceptions contractuelles. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais Blasphemous de Mirka qui vient de sortir chez Glénat, mais ça se fait en accord d'une part avec Mirka et puis Davide, enfin son mari qui est l'éditeur en Italie. Mais c'est ce que je me demandais, enfin, parce que ma supposition c'était simplement que c'était Aranza Studio en fait qui dealait directement avec les États-Unis, avec les autres pays, et que bon, après Davide, on s'est parlé, il m'a demandé si ça me posait problème, je dis absolument pas. Écoute, Mirka publie tout chez Glénat, autant que depuis cette série, cet album soit publié là-bas, quoi. C'était une bonne entente tout simplement, hein. Et puis je manque pas de matériel de toute façon au sein du catalogue Distillery pour présenter des bons albums, donc non, c'était absolument pas problématique, et il y avait zéro frustration, et au contraire plutôt une bonne entente de façon à ce que les choses se fassent. Et puis bon, les copains de chez Glénat sont contents que Mirka continue à être une autrice maison. Enfin, moi, c'est une chose sur laquelle je suis hyper attaché, en fait, pour pouvoir continuer à développer des catalogues de certains auteurs chez nous au sein du label Delcourt. Ça aurait été de mauvaise guerre de refuser que ce soit le cas pour Mirka, et puis bon, il souhaitait le faire, tant mieux, ça s'est fait comme ça, voilà. Mais pour revenir à Distillery d'une manière générale, oui, c'est vrai qu'on avait accès à un format d'album cartonné qu'on peut qualifier de franco-belge, puisqu'aujourd'hui il y a plus un format qui est déterminé. Si on remonte 15 ans ou 20 ans en arrière, c'était beaucoup plus clair en termes de format. T'avais de la BD franco-belge, t'avais du manga et t'avais des comics, et chacun avait un format bien identifié. Aujourd'hui, les formats explosent un peu dans tous les sens, et tant mieux, parce que ça concourt à une forme de diversité. Ça peut parfois déplaire à des gens qui aiment bien ranger leurs albums avec des dos exactement identiques dans leur bibliothèque personnelle. Désolé pour eux, mais enfin là, l'ouvrage est important, et puis il faut essayer de trouver le bon format pour le bon contenu, quoi.
Donc ça s'est fait assez naturellement. J'aurais bien aimé que d'autres ouvrages avant même Les Affamés soient présentés à ce format-là. J'ai un petit regret sur Arrowsmith parce que pour moi ça nécessitait de travailler sur un format différent. J'aurais bien aimé le faire. Ça aurait été aussi un clin d'œil à la toute première édition du premier tome d'Arrowsmith qui a été faite il y a maintenant une bonne vingtaine d'années par Fairchied. Bon, c'est pas passé en interne, tant pis, mais on a réussi notre coup avec Les Affamés, donc tant mieux quoi. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait c'est des initiatives que tu peux proposer en accord avec le reste de la direction, mais qui sont pas forcément acceptées en fait. C'est pas forcément validé à chaque fois. Il y a des choses que vous proposez où on vous dit non, c'est peut-être pas mieux de le faire. Faut un peu de temps. Enfin bon, je vais pas te rappeler l'anecdote. Il y a près d'une vingtaine d'années de Walking Dead, il a fallu convaincre Guy de faire Walking Dead quoi, tout simplement. Donc tout le monde est ravi qu'il ait fini par céder, mais ça s'est pas fait facilement du premier coup. Bah là c'est pareil, il y a des moments où il y a des résistances et puis ça reste sa maison d'édition, ses choix et puis il faut les respecter. Donc bon, ça marche pas une fois, tant pis, on revient au combat une deuxième fois, voire une troisième et puis des fois ça passe. L'important c'est de pas lâcher de pas lâcher quand t'as les convictions. Et je voulais savoir, c'est une question un petit peu d'ordre général, mais je sais que bon, donc là on entame déjà 2025, donc tout le planning de l'année est préparé et que tu fais ça peut-être souvent, je dirais au niveau de l'été ou de la rentrée ou de septembre, que c'est à ce moment-là où tu commences vraiment à tout caler sur l'année. Alors, on a un squelette de planning qui déjà se détermine très tôt. Je dirais que quasiment au moment de San Diego, j'ai déjà en tête ce qui se passera l'année suivante, quoi, dans ces grandes lignes. Mais bien sûr, on s'offre toujours la possibilité de décaler certaines sorties quand on a des mauvaises surprises, à savoir des bouquins qui sortent pas forcément à l'heure prévue aux États-Unis. Ben bien sûr, si on ne dispose pas du matériel, on peut pas le faire traduire à temps, le faire lettrer, le travailler et le proposer commercialement. Donc ça peut repousser des titres. Et puis deuxième élément, on s'offre toujours la possibilité d'insérer un coup de cœur, un album qui avait pas été présenté avant et qui viendra trouver sa place quand même au catalogue par la suite. C'est pour ça que je parle d'un squelette qui est toujours à peu près établi au milieu de l'année précédente, et puis bon, il y a une bonne moitié des autres titres qui peuvent bouger et qui peuvent venir s'insérer plus tard, quoi. Ouais. C'était pour savoir un peu, pour que les gens qui nous écoutent connaissent un peu la mécanique un peu dans l'édition, de savoir justement quand tu es en train d'établir ce squelette, est-ce que tu sais comment est-ce qu'il y a pas une forme de recette, mais comment toi tu gères un petit peu entre ce qui est nouveauté, réédition, et parfois nouveauté plus en récit complet ou en série. Est-ce qu'il y a des stratégies en fait pour Alors des stratégies, je sais pas, des recettes encore moins, parce que encore une fois, s'il y avait des recettes et qu'elles alors pas une recette pour le succès hein, vraiment, mais plus en toi, tu sais s'il y a des temps où c'est bon moment pour lancer. Ça va dépendre des catalogues, et ça va dépendre des éditeurs. Donc c'est évident qu'on n'a pas du tout la même approche que peut avoir Urban, qui gère une licence comme DC Comics ou plus d'autres bouquins, ou même que Panini avec Marvel, quoi. Ça c'est évident. Moi je travaille beaucoup plus au coup par coup sur des séries plutôt courtes. J'ai assez peu de séries fleuves finalement au sein du catalogue, hein. T'en avais plus à une époque. Je dirais que t'en as moins maintenant. De toute façon, ce sera une question juste après, mais du coup, je laisse. Ouais. D'autres séries fleuves, oui et non, parce que. Pas Monstress quand même. Pardon? On n'oublie pas Monstress, qui est quand même une série fleuve pour le coup. Tome 8 cette année. On arrive au tome 9, effectivement. Donc, je sais pas si on peut considérer ça comme une série fleuve. Dans le milieu actuellement, je trouve que. Alors aujourd'hui, quand on passe le cap des 50 numéros aux États-Unis, oui, on peut se dire que c'est une série qui est installée dans la durée. Je suis d'accord. Oui, il y en a toujours, hein, de toute façon. Hein, c'est sûr que si tu compares avec les 33 tomes de Walking Dead, on va pas, on aura plus de séries fleuves, ou Invincible d'une certaine manière, ou Spawn, ou Hellboy, mais après alors Spawn c'est un peu différent, mais Hellboy par exemple finalement c'est une telle succession de one shot qu'on n'est pas du tout dans une logique de continuité absolument impeccable, quoi, hein, puisque Mike se réserve, et les éditeurs de Dark Horse qui travaillent avec lui se réservent le droit de revenir dans la chronologie à tout moment en créant d'autres séries, des one shots. Enfin, voilà, donc ça se gère un peu différemment. Mais pour revenir à ta question initiale, oui, alors ce qui se passe, c'est qu'on essaye, par exemple, de ne pas forcément sortir 3 grosses nouveautés le même mois. Ça semble être du bon sens, mais c'est simplement une manière de ne pas cannibaliser nos moyens marketing ou la façon de vouloir mettre en avant tel ou tel titre.
vaut peut-être mieux les égrener sur 3 mois différents pour avoir effectivement pendant un mois un spotlight plus important sur tel titre, puis le mois suivant sur un autre et ainsi de suite sur un troisième. On va pas sortir par exemple 2-3 ouvrages du même univers, que ce soit Hellboy, Invincible ou Spawn le même mois par exemple, parce qu'on sait très bien que le lectorat il faut le respecter et son portefeuille encore plus par les temps qui courent. Donc on va plutôt essayer d'égrener effectivement les choses différemment. Il y a des éléments qui viennent se greffer aussi pour déterminer un catalogue équilibré, c'est les anniversaires par exemple, aussi artificiel puisse-t-il être, mais le 30e anniversaire de Spawn, ça a été une occasion de faire parler du personnage à nouveau, de proposer des ouvrages qui étaient de facture purement française Delcourt, puisque notre édition 30e anniversaire de Spawn, elle n'existe pas vraiment telle quelle aux États-Unis, de la même manière que le Hellboy 30e anniversaire qu'on a sorti en 2024 n'existait pas chez Dark Horse de cette manière-là non plus. Et là, donc ça vient un peu rythmer, donc c'est à nous de savoir un peu en avance si on arrive à tel ou tel anniversaire de telle série importante chez nous, comment on la gère. L'arrivée, autre exemple de la série criminelle sur Prime Video, oui, ça représente un temps fort de communication parce qu'on va pouvoir utiliser effectivement, on l'espère, la communication sur les réseaux sociaux par exemple, dont va bénéficier le lancement de cette série. Avec succès ou pas, j'en sais rien, mais c'est des fenêtres de tir qu'on peut pas rater, quoi, tout simplement. Donc oui, là, ça va me permettre de positionner une sortie ou une remise en avant, effectivement, d'une partie du catalogue à ce moment-là, quoi. Sachant que entre ces lancements et ces nouveautés, c'est là aussi que tu inscris tes rééditions alors de façon à ce que en fait tu puisses alterner peut-être entre nouveautés, rééditions ou des rééditions, des suites de séries fleuves comme Mon Stress, voilà. ou les intégrales. Enfin voilà. Donc après, à partir du moment où, comme je le précisais, on a une quarantaine, peut-être 45 titres à l'année. Ça offre pas tant de slots que ça finalement, c'est en gros 4 titres par mois quoi en moyenne. Oui, c'est vrai. Donc les slots se comblent très vite finalement. Donc il faut faire des choix parfois, choisir c'est renoncer, donc c'est reporter des choses. J'ai déjà des ouvrages qui ont été signés et qui ne sortiront qu'en 2026. Oui, et puis même signés cette année pour signés mais qui n'arriveraient qu'en 2026, je veux dire parfois il y a des ouvrages qui sont signés et qui ne sortent genre jamais. 5 6 ans ou jamais. Ouais. Alors en l'occurrence faut en parler à Frank Cho. Oui, Frank Cho qui fait plus grand chose d'ailleurs en ce moment. Il n'a pas publié quoi que ce soit depuis Fight Girls. Non, il continue à faire quelques couvertures, il fait des coms bien sûr, et puis mon petit doigt m'a laissé entendre qu'il bossait sur un projet européen chez Média, voilà. D'accord, avec Dupuis, voilà. Oui, ok. Mais bon, je crois, j'en suis pas sûr. Très bien. Bon, faudra aller poser des questions à Joe Quesada et Olivier Jalabert, je crois. Et je voulais, il y avait une autre question de fonctionnement. Est-ce que, parce qu'on parlait par exemple du succès des Affamés ou de Cosmic Detective, est-ce que dans votre mécanique de fonctionnement, le succès de certains titres peut compenser, on va dire, si d'autres marchent moins, ou est-ce que par contre, en termes d'économie, c'est vraiment chaque titre a sa propre économie et vous pouvez pas forcément compenser? Bien sûr que, alors, il y a 2 façons de répondre à ça, c'est que on est censé sortir des titres qui vont tous s'équilibrer au moins, voire gagner de l'argent, d'accord? Ça, c'est le contrat de départ, on va dire. C'est la logique normale, oui. Si tu sors dans 51% des cas des titres qui fonctionnent, tu te sauves ta couenne, quoi. En tant qu'éditeur, parce que si jamais tu sors que des fours, tu vas pas faire long feu, le catalogue que tu défends non plus. On a pléthore d'exemples depuis 20 ans de gens qui se sont essayés en fait à faire ça et qui disparaissent au bout de quelques années. Il y a plus de comics véritablement chez Glénat, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Il y a eu d'autres tentatives, si on remonte un peu plus loin, Bambou s'y est essayé. Snorgle Comics, la Black River, on n'a plus trop de nouvelles non plus, donc à mon avis ça sent pas très bon. Donc voilà, il y a des acteurs qui vont et qui viennent, mais après c'était de savoir si un Affamé du Crépuscule pourrait compenser. Alors j'ai pas d'exemple de forcément de titres qui auraient moins marché cette année, mais peut-être qu'un Dark Ride a moins fonctionné qu'un Affamé du Crépuscule. Est-ce que ça s'équilibre? Dark Ride, c'est une des mauvaises surprises finalement de l'année, parce que Birthright, c'était plutôt bien des mêmes auteurs, exactement. Ouais. C'était bien comporté. En plus, Joshua Williamson fait un super boulot ailleurs, quoi, en fait. Mais quand il est attaché à des licences qui sont pré-mâchées, pré-marketées, ça marche peut-être mieux, plus facilement. Mais c'est toujours la difficulté, en fait, que rencontrent un certain nombre d'auteurs, qu'ils soient scénaristes ou dessinateurs, finalement. Quand ils travaillent sur des grosses licences, leur nom d'auteur
très très souvent tendance à disparaître sous la marque pour laquelle ils travaillent, hein, que ce soit Batman, Spider-Man ou d'autres gros trucs. C'est vrai que ça peut leur amener une forme de visibilité, mais c'est une visibilité auprès d'une petite frange du lectorat aux États-Unis, en France aussi peut-être un peu, auprès des éditeurs qui sont finalement les prescripteurs qui leur filent du boulot aux États-Unis. Mais ça marche pas toujours dans les proportions phénoménales, quoi. Il y en a pas beaucoup comme ça qui parviennent effectivement à émerger et à durer sur leur propre création après avoir travaillé sur des grosses licences chez Marvel ou DC, pour faire très simple. Il y a des contre-exemples, hein, il y en a quelques-uns, mais tout le monde s'appelle pas Ed Brubaker et Sean Phillips, tout le monde s'appelle pas Frank Miller, bien sûr, et encore, bon, ce qu'il a pu faire dans le passé, à mon avis, fonctionne mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, mais à compte d'auteur. Ouais. Et une autre question, c'est de voir, parce que même sur si des gros succès en fait se répercutent pas forcément sur les nouveautés des auteurs par rapport à des licences, par exemple, donc Joshua de Batman ou Flash Bien sûr, ouais. mais même toi tu le dis que Burst Red c'était une série qui avait trouvé son succès, donc là tu reprends la même équipe créative, mais donc il y a pas forcément non plus de ruissellement, si je peux utiliser ce terme, en fait, d'une série à une autre. Parfois. Et de la même façon que, de façon encore, pour prendre un gap encore plus large, que tous les lecteurs de Walking Dead sont pas forcément allés sur Firepower. Non, bien sûr, pas plus qu'ils sont allés sur les ouvrages dessinés par Charlie et scénarisés par quelqu'un d'autre, sur un autre genre. Donc non, mais en fait, parfois oui, parfois non. Donc là, on maîtrise pas, quoi. En fait, il y a pas de recette immanquable, à part quand tu tapes sur des gens qui sont à peu près incontournables. Ça a été le cas à une époque pour Alan Moore, ça l'est probablement beaucoup moins aujourd'hui, mais faudrait qu'il refasse des BD aussi. Il fait plus de BD, quoi. Donc même si une de nos sorties 2025, c'est son merveilleux ouvrage sur la magie. Hein, mais c'est toi qui le gère ou c'est? Oui. Ah, ouais, La Lune et le Serpent, ouais. Donc, il s'appellera en français La Lune et le Serpent, le merveilleux monde de la magie. J'ai plus le titre très complet en tête, mais chez nous c'est La Lune et le Serpent, c'est le titre de travail en fait. Mais oui, absolument, et c'est un énorme travail. On a 2 traducteurs sur le coup, on a des relectures croisées, on a oui, il y a Laurent Kessy et Maxime Ledin. Maxime Ledin, ouais, les meilleurs, quoi, clairement. On sont très forts. Parmi les meilleurs, oui, absolument. Ouais. Non. Clairement. Et j'avais une autre question avant d'attaquer un peu en fait, j'en ai quelques autres quand même. D'une part, c'était juste sur la partie Hellboy. Justement, tu dis, en fait, c'est vrai que c'est un univers qui fonctionne beaucoup par mini-série actuellement. Ouais. Et toi, t'as toujours voulu maintenir la numérotation, en fait, d'une série régulière. C'est-à-dire que Hellboy in Love, c'est le Hellboy tome 20. Que le Giant Robot Hellboy, ce sera le Hellboy, c'était 19 Hellboy in Love et tome 20 pour Giant Robot Hellboy. Ouais. Et après, c'est parce que peut-être c'est une décision que t'as prise à l'époque où le marché avait des mécaniques de fonctionnement qui ont un peu évolué depuis et que t'as pas voulu revenir dessus. Mais à aucun moment tu t'es dit on va les faire sans numérotation maintenant et les présenter comme ce qu'ils sont réellement au final, c'est-à-dire des récits indépendants. Ouais, alors en fait cette numérotation la présence de la tomaison sur Hellboy, elle n'existe déjà que sur le dos des ouvrages, c'est-à-dire que il y a de rares exceptions, peut-être Hellboy et BPRD où il y a une tomaison qui est plus visible même en couverture, en frontale. C'est quelque chose qui existait avant même mon arrivée, il y a plus de 20 ans, puisqu'il faut pas oublier que faut rendre à César ce qui lui appartient, et c'est Guy qui avait chopé la licence Hellboy et travaillé avec Mike il y a plus de 25 ans maintenant, à la suite de la publication des tout premiers tomes chez Cryo, Dark Horse France. Il s'appelait un peu Dark Horse France, ça n'a jamais été Dark Horse France en fait, c'était Cryo. Et comme Star Wars d'ailleurs à l'époque. Ouais. Donc ça c'est des licences qui sont arrivées ensuite que Guy a récupérées ici. Donc il y avait déjà cette préexistence, c'était compliqué. Alors sur Hellboy, c'est vrai qu'on pourrait considérer aujourd'hui que ça a c'est moins logique de poursuivre en fait, mais après on va s'aliéner une partie du lectorat qui aime bien effectivement avoir des éléments de suivi effectivement dans ses collections, dans sa manière de série. Ça n'empêche pas de continuer à lire Hellboy en picorant en fait tel ou tel album. Ça nous empêche pas de faire des compilations qui ont par exemple très bien fonctionné sur l'ensemble des récits dessinés par Richard Corben par exemple, écrit par Mignola sur Hellboy. De temps en temps de faire des one-shots, et puis par exemple si on reste sur l'univers Hellboy, la tomaison et la chronologie des événements elle est beaucoup plus importante par exemple sur une série comme BPRD. Donc là oui, c'est nécessaire de conserver effectivement une tomaison parce qu'il y a une vraie suivi, une vraie continuité. C'est vrai que c'est moins vrai sur Hellboy, mais
il y a pas de raison majeure de changer aujourd'hui, si ce n'est vouloir s'aliéner une partie des lecteurs qui vont être grognons, quoi, parce qu'on a enlevé ça. Ou à l'inverse, des gens justement qui disent merde, il y a 19 tomes, faut que je lise les 18 avant, alors que techniquement, en fait, c'est pas forcément vrai. C'est toute la difficulté de la gestion d'une licence ou d'une série ou d'un personnage qui maintenant a plusieurs décennies de vie, quoi. Et puis on n'est pas dans la même logique que peuvent l'être DC et donc Urban par la même occasion, ou Marvel et Panini par la même occasion, qui consiste à rebooter, à faire des numéros 1 à tir larigot, quoi. Après, je te parle vraiment pas de reboot, hein, mais juste de dire. Non, mais offrons des entre guillemets des portes d'entrée en se disant, mais en fait, parce que après le discours, je veux dire que tu peux le maintenir toi en tant qu'éditeur et tu peux une partie des gens qui sont intéressés le sauront en fait, que de dire que en fait Hellboy ça a un début à une fin et puis après c'est que des interstices qui se greffent dans cet univers, mais que tu auras une certaine facilité de communication, enfin pas forcément de communication, même d'éducation, en disant parce que même les libraires qui connaissent moins, ils se disent ah merde, c'est un tome 19, je le commande pas parce qu'en fait j'ai pas les 18 autres en stock, alors que tu mets le doigt sur alors qu'un Giant Robot Hellboy, ça se lit comme ça, tu vois. Sur un point important. Alors, ça peut sembler être une très belle idée sur le papier, maintenant pour l'avoir testé, je suis un idéologue, c'est pas forcément la panacée. Ouais. Et puis les conseillers sont pas les payeurs. Et puis derrière, le libraire, c'est pas parce que tu vas lui présenter un Hellboy effectivement sans tome maison que ça, il va en prendre 2 fois plus qu'un tome 19 à ce qui suit le tome 18, parce que généralement le libraire, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les ventes qu'il a eues sur un tome précédent et puis il va vouloir le filouter, et je mets ça vraiment entre guillemets en supprimant une tomaison, c'est pas ce qui va faire la différence sur le succès commercial du bouquin par la suite, quoi. Non, il faut bien entendu que l'intérêt soit présent. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça peut être le cas, par exemple, quand on travaille avec l'arrivée d'un artiste exceptionnel, on va dire, sur la série. C'est un petit peu le travail qu'on a fait avec le Hellboy par Olivier Vatine, qui nous a permis aussi de travailler avec des partenaires comme Black and White pour faire une édition spéciale. Oui, il y a quelque chose. Et puis, prochainement, il y aura un Hellboy par Giuseppe Manunta, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir un auteur maison. Il est pas maison parce qu'il a rien publié encore ici, pour l'instant. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît, en fait, bien. Et ça va permettre de travailler, de promouvoir de manière un peu différente, effectivement, le Hellboy. Et on l'espère par ruissellement, pour reprendre ta terminologie, sur l'ensemble des autres tomes. Et puis des points d'entrée, on n'en manque pas. Il y a Hellboy Deluxe pour les gens qui veulent se faire une belle collection toilée. Il y a le 30e anniversaire qui est aussi un point d'entrée possible. Il y a le tome 1 qui continue à tourner, qu'on réimprime très régulièrement. Voilà, quoi. Et mais bon, moi j'aimerais bien avoir une recette qui me permette de doubler les ventes d'Hellboy. Il y a pas de souci. Hein. Si tu l'as, je suis preneur. Hein, Alors peut-être que je peux te la vendre, mais c'est parce bonne chance. Ouais. Non, mais parce que justement c'est un personnage qui a. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on peut dire avec 30 ans d'existence que Hellboy commence à relever du patrimoine, même si c'est toujours un univers très actif? Ça fait même plus, bien sûr, faut pas attendre 30 ans pour qu'un personnage s'inscrive au patrimoine, hein. Moi, j'ai une autre manière de les définir, l'ensemble de ces personnages-là, c'est ce que j'appelle les néoclassiques. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des personnages et des séries, voire des auteurs, dans une moindre mesure, mais qui bénéficient, que les gens connaissent. Il y a beaucoup de personnes Hellboy, les gens qui lisent de la bande dessinée, ou des comics en particulier, ils connaissent Hellboy. Ça veut pas dire qu'ils en ont lu. Mais il y a une reconnaissance. Mais au même stade que tes héros favoris, que sont Batman et Spider-Man, du coup, on les connaît, oui. On les a pas forcément. Ou Spawn, on est exactement sur les mêmes choses aussi, voilà. Spawn, on le connaît peut-être un peu moins quand même. Au sein du lectorat comics, ça va, les gens entendent. Non, mais je parlais de façon générale, parce que je pense que à l'inverse de Spawn qui tarde à revenir sur du multimédia, Hellboy a eu plusieurs films qui permettent d'ancrer le personnage dans l'imaginaire collectif. Ah oui, auprès d'un grand public. Voilà, d'un grand public, tu vois. Et à ce stade-là, Hellboy, je pense qu'il est autant connu parce qu'il a été quand même porté par Guillermo del Toro, notamment sur les 2 premiers films, qu'il est autant inscrit dans l'imaginaire de beaucoup de gens qui ne lisent pas de BD, comme peuvent l'être d'autres figures. Ouais. Mais ça se traduit pas forcément alors en termes de lecteurs très ni de gain de lecteurs ni autre. Non. Ça agit sur la renommée, en fait, de la marque Hellboy, on va dire, dans l'esprit des gens, mais pas forcément sur les ventes, hein. Mais
Tu causes à nos copains de chez Panini et ils vont te dire que c'est pas parce qu'ils sortent un film sur tel ou tel personnage qu'il va y avoir un énorme blip sur le radar. Non, et particulièrement sur Marvel qui a eu quand même son statut hégémonique pendant la décennie passée, avec les films du MCU, qui ne s'est absolument pas... Alors, il y a eu des ventes en plus, mais qui n'a pas non plus provoqué un raz-de-marée de lecteurs de Marvel, ce qui est dommage pour le coup. Mais ça fait partie des grands mirages en fait qu'on a découvert la décennie précédente. Mais quand même aussi, il y avait quand même un truc qui était dommage pour vous l'an dernier, c'est que tu as ressorti un album de Hellboy avec Richard Coben notamment pour l'histoire de l'homme du Crooked Man. Ah oui, mais pour un film qui officiellement en France n'est toujours pas sorti. Non, il n'est toujours pas sorti. Non, on le trouvera peut-être sur une plateforme un jour. Alors, écoute, j'avais deux options. Ne rien faire. D'accord. Je sais pas parce que t'as un excellent volume qui regroupe tous les travaux de Corben sur Hellboy. Je sais pas s'il est très disponible ou s'il est. Oui, il est toujours disponible. Ouais, y a pas de souci. Il y a eu ça, mais on a surtout fait un album qui reprenait. Pour le coup, vraiment l'histoire. À la fois L'Homme Tordu et le retour des Ficop, qui est la séquelle en fait. Pas dessiné par Corben cette fois-ci, mais par Zach Howard. Et en fait. Voilà, il y a que les gens qui font rien qui se trompent pas. Deux, on n'avait pas du tout de visibilité d'informations sur une possible sortie du film, que ça soit d'ailleurs en VOD, en plateforme, en salle, ce que on espérait, mais enfin c'était un vœu pieux. Mais voilà, il fallait qu'on se tienne prêt d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Donc on a préféré le faire. Ça fait un one shot qui est aussi un point d'entrée. Complètement, bien sûr. Ouais. Avec un récit et une ambiance très particulière, d'accord, puisqu'on est dans un récit qui est situé dans les années 50, exactement comme le film. Je sais pas si tu as l'occasion de le voir, mais il est très, non, j'attendais une vraie sortie pour faire ça normalement. Non, il est très très fidèle vraiment au récit de Mike et de Richard Corben. Mais voilà, après oui, on n'a pas eu c'est dommage, mais bon, après l'album il a fait sa vie et c'est très bien, et puis il sera disponible encore pendant quelques temps. Est-ce que tu avais joué aux jeux vidéo Non. Non. Après, t'es peut-être pas un gros gamer forcément. Je suis pas de cette génération déjà de joueurs, c'est vrai. Et non, j'ai pas joué aux jeux vidéo, pas plus qu'au tout dernier qui a été présenté à San Diego. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais même plus déjà. Pardon. Ouais, le Web of Weird, le tout récent, ouais, c'est ça. Qui est vraiment magnifiquement mis en scène, sur lequel a bossé également Tom Snigorski en scénario, qui était présent aussi. Et non, c'était vraiment chouette, ouais. Après, bon, moi je m'intéresse effectivement plus à l'aspect bande dessinée. Non, mais c'était pas par rapport en fait vraiment pour voir même si t'avais pu. Après, je sais pas si ça aurait été forcément parce que c'est pas non plus un jeu AAA qui a eu une énorme attention médiatique, mais le fait que t'avais vraiment une direction artistique et effectivement qui est vraiment on joue des dessins de Mignola qui s'animent de sur ça qui est génial de voir si ça aurait pu être un vecteur aussi pour essayer de porter la bande dessinée. Non, c'est pas le cas, mais pas plus que dorénavant Tomb Raider bénéficie ou d'un dessin animé ou d'autres choses par exemple, quoi. C'est pour parler d'une vieille licence de jeux vidéo, quoi. Bon, il y a plein d'exemples comme ça. On avait fait des essais à une époque avec Mass Effect, par exemple, aussi. Ouais. Bon, c'est des chouettes univers, il y a pas de souci. C'est joli, c'est beau. La passerelle avec la bande dessinée, s'opère pas forcément de manière très facile, quoi. Et pour revenir sur une question que je voulais te poser il y a maintenant un bon quart d'heure peut-être, mais on a longuement dérivé, mais par rapport justement au choix des séries. Alors tu disais effectivement que, enfin, on a fait ce constat que dans l'indé en ce moment il y avait quand même beaucoup moins de séries fleuves et moins d'auteurs qui se risquaient aussi à faire des séries longues parce que à la fois le marché et même les habitudes du lectorat en fait ont changé. Mais est-ce que toi de ton côté aussi ça devient un choix vraiment conscient de dire chez Delcourt justement est-ce que par exemple tu lancerais un Monstress aujourd'hui par rapport justement aux habitudes du lecteur, parce que justement les 2 nouvelles séries qu'il y avait l'an dernier, notamment Dan Zano et Dark Ride, c'est des séries courtes. En fait, la question se pose pas parce que pas en ces termes-là du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils ont lancé Monstress, qui a bénéficié aux États-Unis immédiatement d'énormément de couverture médiatique, avec un je crois que c'était 5 Eisner Awards remportés au moment de la première année de publication, quoi. Et des nominations récurrentes chaque année qui ont suivi, notamment pour Sanata Takeda qui
fait partie de ces gens qui n'en laissent pas pour les autres. Ça, je vois, faut le dire, mais Sana, c'est meilleur cover artiste et meilleur artiste numérique chaque année, quoi, à chaque fois. Ouais. Mais on peut dire ça de Dave Stewart à une époque en tant que coloriste. Hein, je veux dire, c'était la même chose. Ouais, Jordi Beller aussi, effectivement, qui va le en laisser. Ouais. non, mais bon, ça après moi, le jeu des prix aux États-Unis qui n'ont strictement aucun impact en France, faut être très honnête. Bon, c'est bien, ça fait partie des choses. Ça peut être que du positif, effectivement, auprès du Landerneau, des gens qui s'intéressent effectivement à ça. Mais ça n'a strictement aucun impact commercial aujourd'hui en France. Faut être très très honnête. Après, pour revenir effectivement à Mon Stress, quand la série a été lancée, spécifiquement, même si ça fait maintenant une petite dizaine d'années en fait, on savait pas que c'était une série qui allait durer 50 numéros. Ouais, c'est ça le problème, c'est que tu sais jamais. Hein. C'était la première tentative et la première immersion de Marjorie Liu dans le domaine de la bande dessinée. D'ailleurs, ça se voit sur les tout premiers albums qui sont extrêmement denses en termes de texte. Sana Takeda, elle a explosé avec ça alors qu'elle avait fait pas mal de travaux auparavant. Il faut se souvenir qu'elle avait travaillé sur Fathom, par exemple, avant, mais pas grand monde s'en souvient ou pas grand monde le sait d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est l'objet de rencontre en fait entre un récit, une scénariste qui bénéficie d'une belle couverture médiatique avant même d'arriver sur la bande dessinée, le cas de Marjorie Liu en tant que romancière, le dessin et l'univers graphique développé par Sana Takeda, oui, ça changeait, ça offrait quelque chose de très nouveau. Mais à l'époque où ça s'est lancé, pas plus Image aux États-Unis, les autrices probablement elles-mêmes ou nous avions l'idée que ce soit une série qui irait jusqu'à au moins 10 tomes. Quoi. C'est sûr. Et puis quand tu lis le tome 1, tu vois effectivement que la fin du tome 1 était assez ouverte pour que si jamais ça ne trouvait pas son public, en fait, ça aurait pu rester un. Mais c'est ça le jeu en fait. On est sur des séries de mini-séries, c'est pas vraiment très très nouveau. Après, au sein des Big Two, on en est là aujourd'hui. C'est des mini-séries qui disent pas leur nom, en fait. Hein. On travaille sur des arcs plus ou moins longs, puis bon, on voit. Mais si on sent que ça change pas, on va demander au mec de clôturer son récit, puis on va passer à une autre équipe. Hein. Non, mais c'est parce que t'as parfois des auteurs qui annoncent clairement la couleur en disant ça va être une ongoing de très long terme. Là, j'ai vraiment un exemple très particulier sur Jeff Lemire avec Minor Arcana, qui a dit c'est mon prochain Sweet Tooth en termes de longueur. Donc on verra si tient, mais a priori il a tout planifié. Et parfois t'as d'autres auteurs qui peuvent prendre faire ce genre de déclaration d'intention. Et c'était de savoir si toi ça pouvait influencer ou pas ton choix de publier tel ou tel titre. Même si je doute bien que ce qui prime d'abord c'est ton affect pour la série. Ouais, mais ça peut rentrer en compte en disant c'est une combinaison de facteurs. C'est bien sûr que la structuration du projet quand il nous est présenté, et ce qui est pas toujours la réalité finalement, c'est un des éléments. Le coup de cœur qu'on peut avoir à la lecture, à la découverte, oui, ça joue parce que on ferait pas ce métier s'il n'y avait pas ça. Les impératifs auxquels pensent pas forcément les gens, qui sont des impératifs de publication, de nombre de publications par an, de tenue et de cohérence du catalogue, tout ça rentre en ligne de compte quand on va aller chercher tel ou tel nouvel ouvrage quoi en fait à ajouter au catalogue. Minor Arcana effectivement de Jeff Lemire, c'est signé. Voilà, donc ça sortira chez nous. Ok, très bien. Ouais, scoop, bim. Ah oui. Mais bon, pas avant probablement toute fin 2025, début 2026. On va laisser le temps, même s'il est rapide à la sortie. Mais encore une fois, même l'éditeur américain est pas totalement sûr, effectivement, que ce qu'annonce Jeff soit exactement ce qu'il fera au final, parce qu'il est complètement libre de faire ce qu'il veut sur sa série. Il a quand même dit, il y avait quatre books, 4 machins. Puis après, c'était, oui, non. Puis après, on a vu qu'il y avait une dessinatrice italienne qui venait le remplacer sur certains arcs de fill-in pour aller dans le truc. Mais alors pour le coup, c'est vrai que tu me prends par surprise, puisque alors même si Jeff Lemire, tu l'as déjà publié notamment avec le Cosmic Detective, quand c'est des titres qui sont entièrement ou presque écrits et dessinés par lui, on s'attendait, enfin moi je m'attendais à ce que ce soit Futuro clairement, puisqu'ils avaient cette historique là, mais là t'y allais alors. Ouais. Ok. Très, non, mais je sais pas, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? La lecture des premiers numéros, et puis moi c'est un auteur que je suis et que je lis depuis longtemps. Enfin, il a fait il a géré des personnages et des univers très différents. Il a une voix, il a quelque chose. Et fait partie moi des auteurs que j'ai envie de déployer, de développer effectivement au sein du catalogue Delcourt, qui est un catalogue
pour la partie comics qui est centrée sur les auteurs. Donc il en fait partie, ouais, vraiment. Et c'est vrai que le travail qu'il a fait en collaboration avec Matt Kind. Alors je crois que c'est Kind pour le coup, tu vois, mais bon. Non, c'était pour te vanner là. C'était vraiment parlant. Moi, j'avais souscrit en fait à ce projet Cosmic Detective quand ils l'ont sorti en financement participatif aux États-Unis d'abord. D'ailleurs, t'as pas fait le Jaspage doré pour la VF. J'ai pas fait le Jaspage doré sur les pages. En revanche, j'ai récupéré le même format que le format d'origine de publication parce que je trouve que le format tronqué sorti chez Image fait pas honneur à l'ensemble. Ouais. Voilà, ils ont voulu le réduire au format comics traditionnel et je trouve que ça fonctionne bien moins. Et là, ça tombe bien puisque Cosmic Detective est sorti au même format que les distilleries. Ça tombe bien, non? Non, ça tombe bien. Le monsieur veut me faire switcher. Mais justement, on va y venir à distillerie parce qu'il y a eu le premier album Somna qui est sorti. Là, au moment où on se parle, il y a Gone de Jock. Et alors, t'as déjà annoncé les suites avec Spectrograph et alors c'est la balade des frères Blood. Oui, qui est le titre français de Blood Brothers Mother. Ouais. C'était pour savoir parce que autant quand on avait parlé un peu des titres Comixology Originals l'année dernière, tu disais que c'était un peu par ordre de disponibilité que tu avais choisi les titres que tu avais publiés de Scott Snyder. Autant là, alors Gone et Somna étaient aussi les premiers titres publiés, mais avec la profusion de titres qui ont sorti l'année, en fait t'as le choix maintenant en fait pas forcément de suivre l'ordre chronologique. Ah non, du tout, savoir comment se font tes choix sur les titres distilleries sur lesquels on le rappelle, vous avez un accord de priorité puisque Delcourt a pris part à la construction de distilleries aux États-Unis. Ça se fait à la fois parce que là aussi il faut leur inscription au catalogue et au programme surtout s'opère en fonction de la disponibilité du matériel aux États-Unis. Ça c'est quand même le facteur prioritaire. Alors vraiment tu peux pas publier un bouquin si t'as pas le matos quoi. Mais disons par exemple One for Sorrow par exemple, on sait qu'il est reporté malheureusement parce que donc celui-là il sera publié un jour quand il sera complété. Je peux pas me permettre d'attendre, mais ça a été un peu le cas pour la balade des frères Blood. On l'avait initialement programmé pour le premier semestre. Il est d'ores et déjà glissé en septembre parce que on sait pas quand le 4e tome sera publié quoi. Voilà. Spectrograph, je suis ravi que Christian Ward ait pu boucler le 4e numéro pour qu'on puisse tout publier dans l'ordre de ce qui viendra après et selon le rythme de publication aux États-Unis, parce qu'il faut voir que Distillery est une microstructure là-bas. Et ils ont quand même beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de séries à suivre et qui sont extrêmement dépendantes du rythme de publication, du rythme de production des équipes. Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a City Beneath Feet qui est hyper tentant. Il y a You Won't Feel a Thing effectivement de Snyder et Joke dont un numéro est paru. One for Sorrow un numéro. Big Burn, j'attends la fin en espérant que ça puisse arriver. Through Red Windows aussi qui va démarrer. Qui va démarrer, mais ça veut dire, si on en est aujourd'hui à se dire fin janvier que ça va démarrer, ça veut dire pour moi un titre que je ne peux pas programmer avant 2026. En termes de régularité de publication, parce que faut pas se tromper, une issue, un numéro individuel de chez Distillery, c'est 48 pages de BD avec une narration qui est pas toujours la même que celle qu'on peut trouver sur des comics traditionnels, et ça prend du temps à produire quoi. Il y a pas à dire. Donc et la question sous-jacente, c'est est-ce que tu vas partir à chaque fois sur des albums pour inclure tous les numéros, parce que tu pourrais dire aussi que vu la pagination justement de ces single issues, t'aurais pu découper parfois en 2 albums. Non, c'est pas du tout envisagé comme ça. La raison majeure, c'est qu'il y a des récits vraiment complets et qui justifient d'être présentés en une seule fois, quoi. Et ça serait un mauvais calcul commercial, ça serait boiteux éditorialement de faire 2 tomes sur un truc pour au final à un moment donné en faire une intégrale. Non. Très bien. Alors pour aller un petit peu vers l'avenir, alors t'as déjà évoqué pas mal de choses chez d'autres et en plus les programmes sont
pas disponible, mais déjà annoncé en fait par votre service, lié à la presse. Donc, tu le disais, il y a quand même tu continues à publier des auteurs qui sont déjà présents, comme Matt Kindt justement, que tu publies avec Si vous lisez ça, je suis déjà morte. Oui, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé ce récit, même s'il se termine de manière un peu j'aurais bien aimé un 4e numéro peut-être là-dessus, hein. Ça aurait été bien pour l'étaler, mais c'est un merveilleux hommage en fait aux univers de Kirby, chose qu'ils ont déjà fait avec Jeff Lemire sur Cosmic Detective d'ailleurs, mais c'est vraiment un très très chouette album. Le numéro 1 m'a enthousiasmé quoi en fait, et j'ai voulu signer ce tome. Après, Matt Kindt, c'est pareil, c'est un auteur que je suis depuis longtemps, qui a eu la chance de bosser avec Ken Reeves sur Berserker. Donc il y a une vraie logique effectivement qui nous amène à tenter de développer ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup le travail de Dan McDade aussi, parce que je l'ai suivi dans 2000 AD. Sur pas mal de récits, j'aime bien ce travail d'ancrage gras qui a de la patate, qui a de l'énergie quoi en fait. Et là ça faisait un récit qui justifiait, et qu'on va publier lui aussi bizarrement en format distillerie, parce que c'est le format de publication aux États-Unis aussi. Il y a aussi Edenwood, donc tu rempiles sur Tony Daniel, que tu avais déjà eu notamment sur Noctera. Noctera, ouais. Donc ça aussi, ça fait partie donc des artistes sur lesquels tu as envie de continuer à proposer. Ouais, ça avait été déjà le cas dans une revue qu'on a publiée il y a plus de 10 ans, qui s'appelait Top Comics, puisqu'on avait publié des récits de Tony lorsqu'il travaillait avec Topco. Puis faut pas oublier que Tony Daniel, il a fait du Spawn aussi, donc bon, c'est des gens, on regarde un peu. Donc il a fait une belle un beau pas de côté en travaillant à une époque sur Detective Comics, mais bon, c'est bien de voir un peu ce qu'il a dans le ventre aussi de ce côté-là, et c'est des récits intéressants quoi. C'était plutôt séduisant graphiquement, donc on est allé sur Edenwood, on va voir où la série va. Parce que ça, c'est des choses sur lesquelles t'as pas forcément de visibilité, dans le sens où tu sais... Deux tomes. Je sais pas, lui-même, je sais pas si son récit, il est prévu sur 2, 3, 5 tomes. Ça fait partie des paris qu'on prend des fois, comme ça, sur des séries, en espérant qu'elles accrochent suffisamment le lectorat ici. Voilà. D'accord. Il y a aussi 1949 que t'as annoncé. Oui, ça c'est un gros coup de cœur. Dustin Weaver, moi découvert sur Star Wars à l'époque où on publiait, donc c'est un auteur exceptionnel, graphiste exceptionnel, et puis là on a ce mélange entre du Darrow, du Alex Raymond, du Möbius presque sur 1949 qui va être un album au format franco-belge cette fois-ci, parce que là on a une narration qui le justifie, et un thriller dans le temps en fait, qui mêle science-fiction et noir, des polars noirs. Donc ça va être superbe sur la fin d'année. Ouais. Et également, ce qui a déjà été annoncé, c'est du Rocketeer. Ouais, le retour de Rocketeer. Voilà, ça c'est un des... Ouais. Au-delà du déploiement de distillerie, mais on l'a évoqué déjà, le retour de Rocketeer, c'est un truc qui me tient à cœur depuis un bout de temps. On a toujours l'album d'origine en fait de Dave Stevens là-dessus, même s'il a été aidé par Art Adams, Stan Evans, on le sait, enfin tout ça. Mais là, j'ai voulu réinscrire Rocketeer avec au moins 2 publications cette année, qui sont une nouveauté qui s'appelle Rocketeer Nouvelle Aventure, qui est un ensemble de récits courts par la crème de la crème des auteurs US. Hein. On trouve du Chris Weston, du Bruce Timm, enfin bon, il y a vraiment du John Cassaday, il y a beaucoup de monde au sein de ce récit, et qui creuse un petit peu le sillon de la légende Rocketeer en fait. C'est vraiment une série qui mérite beaucoup plus que ce qu'elle vaut et ce qu'elle est connue en fait aux États-Unis. On en a parlé avec Scott Dumbier qui restait l'éditeur de Rocketeer, et à tel point qu'on a même une édition spéciale qui va se faire en collaboration avec Pulps, une couverture par un petit Français qui s'appelle Eric Erengel. Donc je suis super content qu'Eric ait accepté, l'auteur de The Kong Crew, de faire une couverture. C'était un peu un rêve de gosse pour lui, et puis c'est un rêve pour nous quoi, c'est cool. Donc le retour de Rocketeer, et puis réédition dans un format prestige d'un album de Mark Waid et Chris Samney, Cargo of Doom, qui s'appellera La Cargaison Maudite. Voilà, une série de one shot en fait. Mais que t'avais déjà édité celui-là. Ouais, qui était sorti il y a maintenant plus de 10 ans. Ouais. Mais c'est souvent parce qu'il y avait eu plusieurs mini-séries par la suite qui étaient publiées. Est-ce que ça, c'est des choses qui seraient au programme aussi, ou ça dépend? Ça va dépendre de la manière dont le public accueille ce retour du Rocketeer, quoi. Ouais, parce que ça aussi, ça fait peut-être comme je sais pas, peut-être pas autant qu'Hellboy ou Spawn, mais des héros en fait qu'on connaît
dont on a le visuel en tête, mais effectivement qui méritent plus de visibilité. Donc voilà, on essaie de leur donner leur chance, hein, mais c'est pas nous qui décidons du succès sur place, quoi, chez les libraires. Ouais. Également Free Agents, déjà, dont on sait que ça arrive, Kurt Busiek, du coup, qui avec Fabien Niciza, au scénario, ils coécrivent cette série de SF, moi, qui rappelle un petit peu Strike Force Morituri, qui était une série de plus de 30 ans de Peter Gillis, chez Marvel, en fait, mais qui était très décorrélé de l'univers Marvel, de la SF, mélange de super-héros et de SF, très très chouette. Là aussi, vous allez très vite dessus, j'ai l'impression, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a un battement très court en fait entre la publication VO et VF. Et ça arrive, arrive quand on peut les inscrire au programme, parce que les séries sortent régulièrement aux États-Unis, on rencontre pas de problème, et là on peut effectivement suivre d'assez près la date de publication US. Alors j'avais avant de parler de la suite du programme, il y avait quand même aussi un truc qui était important dans l'année, même si on se l'est déjà dit en off, et tu l'as déjà dit d'ailleurs ailleurs aussi dans des interviews, que ça n'allait rien changer, le fait que le groupe Delcourt rejoigne Editis. A priori, donc c'est vraiment une démarche d'Editis de vouloir consolider ses parts de marché en fait sur le milieu de la bande dessinée, et une volonté de Guy Delcourt d'assurer aussi la pérennité de son entreprise sur le temps long pour anticiper un peu ce qui a été dit dans le communiqué de presse. Voilà, je ne fais que répéter ce qui a été écrit. En soi, il n'y a pas forcément alors même si Editis, il y a notamment 404 graphiques qui fait aussi de la bande dessinée américaine, il n'y a pas forcément en fait de confrontations qui vont faire que ça devrait avoir un impact, ou toi tu devrais encore plus réduire ton volume de publication ou changer tes méthodes. Là, pour toi, là on peut aucunement. Voilà. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que forcément tout le monde a dû te poser des questions, est-ce que pour toi c'est une forme de non-événement en fait? Je dirais que quand Guy nous a présenté la décision, pas mal en amont, puisqu'il en avait. Oui, j'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain. Oui. Il y a plusieurs années, je dirais, d'échanges qui mènent à cette décision. On avait déjà eu l'annonce de toute façon avant San Diego. Ça date déjà du milieu d'année 2024. En fait, il y a une forme d'annonce officielle que ils entraient en négociation exclusive pour conclure cet accord. Là aussi, je n'invente rien, c'est dans les communiqués de presse de l'époque. Bien sûr, comme moi je me suis pointé à San Diego, j'avais des questions qui émanaient de nos partenaires, quoi. Mais bon, au bout de 6 mois, ils ont bien vu que ça changeait strictement rien. Aujourd'hui, c'est juste la confirmation de ça. Mais non, il n'y a pas sur la partie éditoriale, comme on se l'est dit en off, effectivement. Il y a aucun changement aujourd'hui, puisque Guy reste à la tête du pilotage éditorial de l'ensemble de la structure. Si la structure du groupe Delcourt intéresse Editis, c'est justement grâce à ses assets qu'ils n'ont pas aujourd'hui au sein du groupe, avec de la bande dessinée, avec un éditeur spécialisé en bande dessinée, qui fait aussi de la littérature, qui fait aussi de la jeunesse. Bref, ça amène une belle pierre à l'édifice Editis. Tiens, c'est rigolo. Un bon jeu de mots, ouais. Mais derrière, non, en ce qui nous concerne, pas de changement notable avant ce qui se décidera. Mais là, c'est pas entre ni mes mains ni autre. C'est le jeu des acquisitions, et de voir ce que décidera effectivement le groupe qui a fait l'acquisition de Delcourt. Mais non, moi je continue à travailler avec un seul référent, qui est Guy Delcourt, sur la gestion du catalogue comics. Et pour l'instant, il y a strictement aucun changement dans le mode de fonctionnement. Est-ce qu'on parlerait un peu de Spawn? Ah volontiers. Et comment? Parce que Spawn alors poursuit son bonhomme de chemin avec effectivement quand même ce record, Todd McFarlane qui est le recordman de la série Creator One la plus longue de l'histoire de la bande dessinée américaine. Ouais. Et c'est toujours impressionnant de voir qu'effectivement on passe 350e numéro, le 360e, il revient même à l'écriture, il alterne, il écrit pour l'un pour l'autre. Toi t'avais publié donc The Scorched, King Spawn et Gunslinger, mais il faut savoir que du côté de la VO, alors Todd a mis les bouchettes triples, même quadruples, avec énormément de séries et de mini-séries. Est-ce que c'est quelque chose que, alors je pense avoir la réponse que le marché français ne peut pas tout absorber. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu prévois de publier, et peut-être même en compilant par exemple certaines mini-séries pour faire des recueils
Spawn Universe, je sais pas comment t'appellerais ça, mais comment est-ce que toi tu vois ça par rapport à à partir du moment où on a commencé à avoir les infos, ça fait maintenant 2 ans qu'on les a en discutant avec les équipes de Todd, et donc j'ai quand même été surpris de la quantité, effectivement, de l'ampleur des annonces qui étaient faites, parce que très rapidement, je suis revenu vers eux en disant, vous savez, on a beau travailler sur Spawn, mais là, on va pas pouvoir tout faire, parce que choisir, c'est renoncer, et donc il va falloir qu'on sélectionne. Et ils sont très très cool avec ça. Ils ont vraiment pas de soucis avec ça, parce qu'ils ont une connaissance aussi assez fine par l'intermédiaire de leurs partenaires dans divers pays, du fait que les marchés locaux européens fonctionnent pas du tout de la même manière que le marché américain, en termes de grosseur de lectorat d'une part, et puis en termes de manière dont les gens acceptent telle ou telle série, quoi, tout simplement. Puis même, je suis même pas sûr que même sur le marché américain, il y ait assez de gens pour tout absorber. Puis après on verra, mais l'économie de TMP est tellement différente de nous en tant qu'éditeurs de bande dessinée ici. Lui, il s'appuie sur autre chose. Les bandes dessinées sont à la fois un laboratoire de recherche presque pour inventer de nouveaux personnages, de nouvelles itérations du personnage de Spawn, d'une part, ou de développer cet univers-là. Mais ça s'appuie aussi sur une rentabilité qui est tout autre, qui est celle de son activité jouée à côté. Donc, on travaille pas du tout avec les mêmes données, si tu veux. Nous aujourd'hui, on a 4 séries Spawn régulières, plus des intégrales, des rééditions, et on a un programme 2025 qui devrait rassurer J'en ai parlé hier parce qu'on a organisé avec Central Comics un Spawn Day. C'était très sympa en fait, et justement pour mobiliser un petit peu cette communauté qui est pas forcément colossale en France, mais qui est extrêmement dédiée, fidèle. Et c'était super de pouvoir rencontrer pas mal de personnes, puis d'échanger avec eux, de leur soumettre des idées éditoriales, que je vais partager avec toi aussi, puisque tu me poses la question sur Spawn, sur l'avenir justement de cet univers. Alors, on a activé la publication d'une part de Spawn Renaissance, et donc là on a le Spawn Renaissance 15 qui vient de sortir, et ce que je voulais, c'était arriver très rapidement à un nœud narratif en fait qui est le Spawn 350, un numéro anniversaire aux États-Unis, mais sur lequel il se passe pas mal de choses en fait, et qui va avoir un impact sur l'avenir des personnages au sein de cet univers. Et ce Spawn Renaissance 16 arrive au mois d'avril. Entre-temps, il y aura eu un King Spawn tome 5 qui lui aussi converge vers les événements survenant dans Spawn 350, ce qui nous permet d'avoir un moment de respiration pour savoir comment on va gérer effectivement la suite. Les séries, la série King Spawn peut presque se lire de manière décorrélée de ce qui se passe dans le reste de la série. La série principale reste la série Spawn Renaissance chez nous jusqu'au tome 16. Moi il y a eu plein de projets, d'envie, de façon de voir comment on pouvait utiliser tout ce matériel disponible et de voir ce qu'on en fait. Alors c'est passé par un titre Spawn Universe, je peux même si on n'avait pas échangé vaguement en off à ce sujet-là, et qui aurait consisté en fait à avoir de manière très régulière presque un MOOC Spawn Universe dans lequel on pourrait avoir un titre un épisode de Spawn, un épisode de King Spawn, un épisode de Gunslinger, un épisode de Scorch et tout ça. C'était pas satisfaisant en termes narratifs parce que les arcs narratifs s'étalent sur beaucoup trop de numéros, donc c'est pas le format idéal, quoi. Même si les chroniques de Spawn, le magazine qu'on a publié il y a quelques années, ça me manque ce rendez-vous régulier, mais bon, on est plus sur cette époque-là. Il y a pas mal aussi de nouvelles séries qui sont intéressantes. Je parle même pas des mini-séries, parce qu'une mini-série, elle peut se justifier, se mettre au dos d'un album, enfin en complément, presque en backup d'un album existant. Même s'il y a des choses qui sont pas indispensables. Enfin, Monolith par exemple, c'est pas du tout une série. C'est une série que je considère très dispensable aujourd'hui, quoi. D'accord. En revanche, il y a des choses très intéressantes qui sont arrivées, en particulier Rat City. Je pense à... Rat City, il y a de très très grandes chances qu'on publie en fin d'année 2025 un album qui regroupera les 12 premiers numéros. Voilà. Un gros album alors. Oui, un gros album. En fait, c'est je pense partir en fait sur des formats qu'on va qualifier d'annuels, dans lesquels on va pouvoir regrouper 10 à 12 numéros de chaque série. D'abord avec la série Spawn principale, puisqu'à l'issue du numéro 360, on a un changement de dessinateur, on a Brett Booth qui vient et qui joue les chaises musicales avec Carlos Barberi entre Gunslinger et Spawn.
Donc d'ici la fin de l'année, où il y aura probablement un spawn qui contiendra les numéros 361 à 351 à 362. Ça c'est un peu l'idée. Il y aura un premier volume de Rat City, une série qui est vraiment intéressante. Enfin, c'est du cyberpunk bien senti, bien écrit. Graphisme hyper intéressant et sur lequel en fait Todd ne fait pas trop d'interventionnisme en termes d'écriture, et ça c'est plutôt bien parce que Todd a cette aussi manie en fait de surécrire peut-être les choses dans l'univers de Spawn. Donc ça m'a semblé être une série intéressante. On va boucler la malédiction de Spawn, c'est-à-dire l'édition de Curse of the Spawn, et puis on aura probablement un gros one-shot qui va reprendre la série, la mini-série Violator, qui est vraiment très très bien fichu. Marc Andreiko au scénar sur les 6 numéros et une rotation de dessinateurs par numéro, mais chaque numéro fait 40 et quelques pages. Mais il y a des choses vraiment chouettes dedans, quoi. Voilà. Donc ça c'est un peu le programme d'ici la fin d'année 2025. Donc, juste pour être précis, pour le spawn principal, tu voudrais repartir à un numéro 1 ou c'est quand même juste le spawn Renaissance tome 17 et qui va prendre Non, on va beaucoup. l'appeler, pour l'instant, le titre de travail, c'est Spawn 351 à 362. D'accord. Et finalement, pourquoi pas? Ou alors ça va peut-être être Spawn 2025. Finalement, pour couvrir à peu de choses près la publication de l'année 2025, puis le suivant, ça sera 2026. C'est une autre manière de les présenter. D'accord, ouais. Sans tomaison véritable, mais qui permet d'avoir un suivi quand même chronologique, entre guillemets. Mais donc ça représente quand même un changement, un vrai changement dans la façon de publier la série. On va essayer ça. Moi, j'ai pas de recette majeure, mais c'est celle qui semble rencontrer le plus de... ceux à qui j'en ai parlé. Je vois très bien le côté pragmatique que tu as de dire aussi, que c'est une série qui est suivie, alors pas par forcément beaucoup de gens, mais des gens qui sont fidèles, et de dire, mais en fait, plutôt que d'avoir ce format standard, parce que il y a aussi une réalité, à mon sens, parce que même si ce n'est pas du super-héros en tant que tel, c'est une vraie série en licence maintenant, enfin, qui a la même longévité que peuvent avoir des super-héros mainstream. Et donc de se dire à cet égard-là que le format standard de six issues pour les trucs mainstream comme ça en fait n'est peut-être plus adapté à nos modalités de lecture, et que dans ce cas-là tenter de les faire évoluer effectivement, mais c'est un petit peu ce qu'on avait fait en transformant Spawn les gros volumes en Spawn Renaissance en fait au moment du 250. Bon bah voilà, il y a un nœud à un moment donné dans les histoires du personnage, on peut essayer d'en profiter pour être un jumping point quoi en fait, et on va voir comment c'est reçu, mais là aussi, encore une fois, il y a que les gens qui tentent rien, qui risquent rien. Et moi, je me dis, autant essayer. Puis je suis très attaché à la relation d'une part avec Todd depuis maintenant un bon bout de temps, et puis à cet univers qui, même si commercialement il n'est pas celui qui rencontre le plus de succès, il y a aussi un lectorat qui est extrêmement fidèle, et puis il y a une envie de pouvoir poursuivre l'aventure de toute façon de ce côté-là, quoi. Ouais. Est-ce que tu comptes aussi changer peut-être quelque chose dans le format de publication? Et je parle même là, je serai vraiment de détail de phase, qu'un gros tome comme ça, peut-être qu'une sorte de format souple ou intégra sera peut-être plus adapté pour contenir un aussi gros volume de pages, ou est-ce que pas forcément? Non, parce on est sur des formats assez classiques aux alentours de 288, 300 pages et quelques pour 12 numéros, hein. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement au format cartonné. Le format souple, il a un gros défaut, c'est celui d'être facilement détérioré quand il est distribué. L'intégra, ouais, why not, pourquoi pas, mais c'est des choses qui sont en réflexion en tout cas à l'heure où on enregistre. Oui, enfin pour l'instant on est plus parti sur un format traditionnel cartonné. Et de façon à pas dépareiller avec ceux qui ont déjà tous les spawns d'avant. Oui, bien sûr, il y a ça. Ouais. Alors après, est-ce qu'on passe à un format augmenté, format prestige, comme on a fait le 30e anniversaire ou pas? Voilà, c'est des questions qui se posent, mais c'est pas fondamental. Après, c'est de voir comment effectivement le lectorat va recevoir cette nouvelle approche en fait de la publication, avec un peu plus de viande à l'intérieur, un peu plus de matériel, et pas seulement 6 épisodes traditionnellement, quoi. Puis je dois mentionner aussi un deuxième volume qui n'existe pas tel quel aux États-Unis, mais j'aime bien toujours faire des pas de côté là-dessus, qui va être un Hellspawn volume 2. Et qui va nous permettre de rééditer d'une part les 2 one-shots dessinés par Ashley Wood qu'on avait publiés dans de 100 et
de sang et d'ombre, voilà, qui est épuisé depuis longtemps. Donc on va le reprendre. On va rééditer Spawn Simony de Briclot, d'Alexis Briclot. On va rééditer Les Architectes de la Peur également de Alexis Briclot et le Book of the Dead. Voilà. Donc tout ça, ça va constituer un beau tome de Hellspawn, parce que graphiquement justement, on reste dans la même patte que ce qu'avait pu faire Ashley Wood et Ben Temple-Smith sur la série purement Hellspawn. Donc ça, c'est à venir en courant d'année. Très bien. Alors, je vois que tu as pris pas mal de notes aussi, sûrement sur des choses à aborder pour l'année à venir. Par quoi est-ce que tu fais mes devoirs avant, ouais. Par quoi est-ce que tu veux commencer, sachant que peut-être, si je peux t'aiguiller après j'aurai plus d'infos, mais peut-être sur le fait que tu réédites Torso de Brian Bendis et Marc Andreyko. Ouais. Peut-être alors un retour vers une réédition de tous les polars qu'a fait Bendis dans ses premières années. Ça semble logique, oui, bien sûr. Donc c'est ce qu'on a signé. D'une part, j'avais publié Torso il y a très longtemps chez Semic. Ouais, j'étais chez Semic. Enfin, Bendis plus Marc Andreyko, faut le préciser, ils étaient deux à travailler dessus. Et puis ça semblait assez logique de rééditer aussi deux albums qui sont maintenant épuisés, que j'avais publiés au début de mon parcours chez Delcourt, et qui sont Jinx d'une part et Goldfish de l'autre, auquel on ajoutera sur cette tétralogie polar Fire, qui reste complètement inédit en français. Donc oui, tout ça c'est à venir, et ça va s'égrener entre 2025 et 2026. Mais alors est-ce que c'est un contrat juste pour ces polars là, ou est-ce que tu as signé avec Bendis de façon plus générale sur son Jinx World? Non, uniquement là-dessus. Non, il voulait désolidariser complètement le Jinx World, ce qu'il faisait ailleurs, avec des séries qui d'ailleurs ont déjà commencé à être publiées chez d'autres éditeurs, donc ça posait problème, Scarlett en particulier. J'aime beaucoup à titre personnel Powers, que j'avais même publié chez Semic en son temps, mais bon, tout ça a déjà été publié de part et d'autre, donc c'était pas vraiment très intéressant de le reprendre. Et puis je préfère voir arriver Michael Avon Hemming sur Hellboy prochainement. Ça va être rigolo à faire aussi. Mais non. Parce que ma question sur le Jinx World, en fait, mais après on s'en est déjà parlé virtuellement, c'est que justement dans ce cadre de polar, alors pas en noir et blanc, mais il avait fait dans ces récentes années un titre qui s'appelle Cover, qui est un vrai polar, mais qui prend plus place dans le milieu de la bande dessinée, qui est illustré par David Mack. Mais c'est vrai que ça, c'est pas forcément quelque chose qui pour l'instant ça fait pas partie du contrat qu'on a signé. On verra, c'est pas prioritaire, on va dire. D'accord. Ouais. Après, parce que je me permets de te prévenir, j'ai forcé auprès de François pendant 5 ans pour qu'il le fasse, donc je vais te saouler pendant jusqu'à ce qu'il change de nouveau de maison d'édition. Bendis, je fais chier celui qui le publie pour qu'il fasse. Ouais, t'as qu'à le faire. C'est juste pour te revenir. Alors, mais pour le coup, maintenant, moi, je suis littéralement en zone inconnue par rapport au reste de ce qui est noté sur ta fameuse feuille. C'est vraiment les points forts effectivement de l'année, en fait, qui sont des choses qui sont remarquables à venir. Alors il y a des choses sur lesquelles je vais pas revenir longuement parce qu'on les a déjà évoquées, avec une nouveauté criminale bien sûr en cours d'année. Oui, ça qui c'est super bien, puisque effectivement la série arrive en 2025, ça a été confirmé, parce qu'ils font en plus des choix de réédition des TPB, ou en plus dans le communiqué de presse ils glissent que Brubaker et Phillips font un nouveau volume de Criminal, donc ça attend effectivement à ce que. Mais dès 2025 alors Ah oui, bien sûr. Ouais. Okay. C'est un album qui sera prêt, comme je disais tout à l'heure, pour l'été, je pense. C'est un gros volume, un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait sur Cruel Summer, un été cruel, publié chez nous, et qui est un récit qui se situe au sein de l'univers de Criminal, et là qui s'appelle Knives, les couteaux. Voilà, on n'en sait pas plus. J'ai un semblant de couverture fourni par Sean, mais c'est à peu près tout. Voilà, on verra. Et Sean est en train de travailler dessus, quoi. C'est quelque chose qui sort directement en graphic novel. En volume. Oui, comme ils le font maintenant depuis quelques années, quoi. C'est fini. Il n'y a plus de publication en issues, quoi, comme ils le faisaient auparavant. Ce qui est très bien, et ça fonctionne pour eux, et j'en suis ravi personnellement pour eux. Et puis nous, ça nous permet de reprendre ça aussi en album, puisque c'est comme ça que vive chaque récit criminal, et de l'ensemble de l'univers, enfin des ouvrages publiés écrits par Brubaker et dessinés par Sean Phillips, quoi. À part tes personnels, ça te manque pas quand même les séries longues qu'ils faisaient, enfin que justement un Killer Be Killed qui s'est sur plusieurs tomes, un Fondu au noir aussi qui était on a fait Reckless il y a pas si longtemps que ça. Après, qui était quand même des séries d'albums. Ouais, non, mais écoute, le dernier vrai
dernière véritable série complète comme ça, oui, c'est Kill or Be Killed, quoi. Mais c'est plutôt des spécialistes des one-shots, en fait, hein, même au sein de Criminal, finalement. Oui, qui étaient des volumes séparés à chaque fois, mais parce que je me suis dit que par exemple qu'un La Maison des Impies, ça aurait quand même bien pris le double de pagination pour développer certaines choses ou pour moins accélérer la fin. Mais après, faut pas oublier une chose, c'est qu'on est des éditeurs qui adaptent des choses qui sont déjà faites aux États-Unis et surtout des titres en creator owned. Ça veut dire que la liberté éditoriale, elle est pleinement donnée aux auteurs et que nous on fait pas d'interventionnisme là-dessus. Non, mais après là, je te parlais vraiment à toi en tant que lecteur aussi en tant que lecteur, oui, bien sûr. Après, on peut toujours trouver que telle fin est un peu rushed, enfin, un peu rapide et qu'on aimerait bien en avoir un peu plus ou que tel ou tel élément ou tel personnage a été un peu développé différemment. Oui, après ça c'est du commentaire qu'on peut avoir effectivement devant une bière pour discuter du contenu d'un album, et ça c'est clair, oui bien sûr. Mais non ça me manque pas. Moi tout ce qu'ils font m'enthousiasme, visiblement le lectorat aussi. Fair enough. Ensuite, le retour d'Avatar, mais ça c'est bien d'en parler puisqu'on a quand même le 3e film qui va débouler fin 2025. C'est sûr ça? Il va pas encore être retardé. Écoute, je suis pas dans les petits papiers de Disney. Après, ils verront ce qu'ils font. Mais non, c'est un peu une arlésienne. C'est vrai que on avait au départ tout un programme autour d'Avatar, qui a été complètement chamboulé avec les décalages de sortie des films, bien sûr. Mais bon, ça reste des ventes très solides et des récits qui le sont aussi, qui sont vraiment très très bien. Et puis là, ça va nous permettre de publier a priori au moins 3 voire 4 albums Avatar. Pardon, d'ici la fin d'année 2025 sur le 2e semestre. Donc on va égrener tout le long un petit peu justement pour monter en puissance vers la date de publication, la date de sortie du film, du troisième opus cinématographique. Donc ça c'est chouette. Ouais. On va parler du docteur Vertam, du docteur Frédéric Vertam. Ah yes, enfin. Oui, enfin. Du coup, donc le retour de Harold Schechter et d'Eric Powell. Eric Powell, c'est vrai. Absolument. Ouais. Donc ça, oui, assez logiquement, c'est un album qui arrive chez nous. Ça y est, il est en cours de trad. Enfin, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à le travailler pour des raisons qui sont très très simples. C'est que en effectuant des recherches, ils se sont rendus compte que les documents qu'ils découvraient au fur et à mesure de leur recherche presque spéléologique d'informations sur Frédéric Vertam, contredisaient presque des choses qu'ils avaient déjà mis en forme. Et donc il y a eu pas mal de pages que Eric a dû refaire complètement et changer une partie du récit, ce qui l'a retardé finalement dans sa sortie US. Mais ça y est, il est bien complété. On aura un joli bébé de 200 pages environ dans un format quasi très très proche bien sûr et quasi identique à ce que nous avions fait avec Ed Gein et Autopsie d'un tueur en série par les mêmes auteurs. Je suis aux anges que cet ouvrage arrive parce que c'est tout un pan de la pop culture américaine en particulier, mais avec des incidences aussi et des parallèles qu'on peut faire sur la censure telle qu'elle a été appliquée en France sur beaucoup de personnages, sur des éléments de pop culture. Et puis là, il y a un vrai travail quasi journalistique qui est opéré par les auteurs, comme ils l'avaient fait sur Ed Gein, avec un regard justement un peu en recul sur le personnage de Vertam, qui est très très paradoxalement était un conservateur pas forcément très fréquentable, mais qui a aussi fait des choses en ouvrant par exemple des consultations psychiatriques pour les Afro-Américains désargentés à Harlem, quoi. On le sait pas. Voilà, ça fait partie des choses qu'ils ont découvert. Donc oui, ça en fait un personnage qui est très très bizarre en fait. Ouais. Ce sera pas que sur son rapport à la bande dessinée et l'instauration du comics. Ça va beaucoup plus largement que ça, ouais, en fait. Et donc ça va être passionnant en fait. Ouais, j'ai commencé à le lire parce que c'est très dense. Et c'est superbe. Parce qu'il il a interrogé aussi des tueurs en série, enfin des criminels pour Vertam lui-même, oui, bien sûr. Pour comprendre les mécanismes de la violence. C'était son truc. Enfin, voilà, pour lui, il pensait pouvoir désamorcer les pulsions criminelles en les interrogeant. Il a contacté et côtoyé pas mal de tueurs en série aussi. Donc on reste dans cette lignée en fait, de Ed Gein, finalement. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est complètement raccord en fait avec Ed Gein, même si parfois on connaît plus Vertam, en tout cas en tant que lecteur de comics, par rapport à son incidence sur Selection of the Innocent, par exemple, sur son ouvrage, oui, bien sûr. Et puis sur le fait qu'on doit l'existence du Comics Authority à son interventionnisme et sa chasse aux sorcières, celle qui a été déclenchée effectivement à cette époque-là. Ouais. Très très bien. Bon, très impatient de le découvrir. Ouais, super bouquin. Alors, La Lune et le Serpent, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, c'est gros, énorme ouvrage. Et puis pour le coup, c'est assez rare que même vous, en tant que Delcourt, fassiez des communiqués de presse
tellement de temps en amont parce que si quand je l'ai repris le vôtre, ouais, c'était en octobre, mais pour une sortie donc qui aura lieu au deuxième un an plus tard. Ouais, c'est ça, un an plus tard. Hein. Donc là, on se fait ah oui quand même. Après, c'est Alan Moore, c'est son dernier ouvrage où on retrouve de la bande dessinée dedans parce qu'il écrit aussi des romans depuis quelque temps. Donc ouais, grosse prise. Oui, puis assez logique et puis gros enthousiasme de Guy aussi autour de ça et donc c'était chouette d'être suivi là-dessus et puis ben c'est un ouvrage atypique bien sûr qui va mêler prose, dessin, graphisme, réflexion, c'est un gros travail de traduction et d'adaptation. J'ai une grosse pensée pour votre lettreur et votre maquettiste. Ouais. Ils ont du boulot, ouais. Il y a du boulot. Mais c'est bien, parce que on est habitué à ces ouvrages un peu particuliers. Je me souviens d'avoir travaillé sur le Little Nemo de Winsor McCay. On avait refait tout un lettrage manuel. Je me souviens du Lost Girls également. Sur un ouvrage qui va être à peu près qui va être de ce format-là, en fait, finalement, avec une grosse pagination et, ouais, un très, très bel ouvrage. Donc, ouais, ravi d'accrocher, cette Alan Moore, mais pas seulement au catalogue, ouais. Ensuite. De toute façon, je t'ai dit, moi, je suis en zone inconnue. Il y a que toi qui sais, donc c'est toi qui prends le contrôle du récit. On laisse passer quelques infos quand même. C'est bien, on est là pour ça. Développement de l'univers Invincible, mais je reviens pas dessus. On a un peu parlé, bien sûr, avec Tech Jacket, 2 volumes, et puis Wolfman, et en attendant Battle Beast. Voilà. Ce qui est ça qui va être une très grosse attente de cet été en VO et j'imagine bien que toi aussi t'es impatient surtout parce que c'est l'équipe créative originelle, alors pas originelle ouais, c'est ça. Mais c'est Ryan Otley qui revient au dessin aussi et sur l'un des meilleurs personnages aussi de cet univers quoi. Donc c'est chouette. J'imagine même le traducteur Edmond est déjà dans le starting block, ouais. Un album vraiment coup de cœur, moi, parce que j'en ai discuté très en amont avec J.J. Jones, c'est Dust to Dust qui va arriver chez nous, qui fait référence à cette période et cette partie du territoire des États-Unis qui suivit le crash de 29 début des années 30 avec des régions entières qui ont été ravagées par un phénomène météorologique qui s'appelle le Dust Bowl et qui voyait en fait des nuages extrêmement compacts de poussière ravager entièrement des régions entières. Alors c'est très étonnant parce que dans son ouvrage précédent réalisé avec Mark Waid qui s'appelait Strange Fruit, sorti chez nous, c'était une espèce de parabole sur un super-héros noir qui arrivait sur une région qui était complètement inondée par l'eau et là cette fois-ci on est dans la sécheresse ultime et puis c'est une vraie réflexion même s'il y a une pointe de fantastique au sein de ce récit mais sur l'état écologique du monde tel que l'homme le provoque. Voilà. Donc c'est chouette et alors les planches sont sublimes, magnifiques. C'est un travail d'orfèvre mené par J.J. Jones qui on le sait peut-être pas mais est très francophile, vit la moitié de l'année en France aussi. Donc ça sera sympa de pouvoir l'associer aussi au lancement de cette oui, ça fait une tournée de dédicaces facile pour ce genre de choses là. Ouais. Oui, ou pas seulement, mais parce que c'est en fait le lancement, c'est certes de la dédicace pour faire plaisir à quelques libraires. Ça permet quand même d'accompagner un lancement. Oui, bien sûr, mais c'est avant tout l'ampleur de presse que l'on peut donner effectivement au lancement d'un ouvrage quand on a la chance d'avoir un auteur anglo-saxon sous la main et qu'il accepte d'être disponible pour ça. C'est super chouette, quoi. C'est vrai que c'est plus facile avec des gens qui travaillent sur leur propre création parce qu'ils sont impliqués de manière tout autre quand ils travaillent sur des licences. C'est clair. Puis 2 petites choses pour boucler les quelques annonces. Stand Still que j'adore, qui est une création conjointe de Lee Luthridge, plus habitué à être connu en tant que coloriste, mais qui développe plusieurs projets en tant que scénariste là, associé à Andrew Robinson, voilà, qui est un génie de la narration, pas forcément connu et reconnu pour ce qu'il fait, parce qu'il est très lent, d'accord. On se souvient de son Dusty Star avec Joe Pruitt il y a maintenant très très longtemps. Et là, un ouvrage complètement dingue, barré complètement, avec un personnage qui est un psychopathe qui vole un appareil capable de lui faire figer le temps. Donc on imagine ce qu'il peut en faire. Et c'est un ouvrage qui va être présenté au format à l'italienne, parce que la narration est entièrement faite à l'italienne. Et moi, ça va me ramener sur des terres inconnues puisque j'avais publié il y a plus de 20 ans Ruse et La Voix du Samouraï à ce format-là. Donc, c'est des grands ouvrages. Mais il y aura aussi un fourreau pour le présenter en format portrait pour que les libraires ne soient pas désarçonnés ou embêtés pour le mettre dans leur rack et le présenter au lecteur. Donc, il pense à tout le monde. Super série, super album, super narration, des magnifiques planches, voire des doubles planches en fait qui seront présentes. C'est chouette. C'est de la BD en panorama complet, quoi. Ouais.
Et la dernière, alors? La dernière, allez, on va finir avec un pilier du catalogue, avec Mike Mignola. Ah, est-ce que tu veux parler de cet univers Lands Unknown qu'il est en train justement de construire avec Ben Steinbeck? Avec Ben, ouais, tout à fait, dont la première pierre de ce nouvel édifice, c'est Bowling with Corpses. Et qui aura une traduction, j'imagine, dans le titre. Pas du tout, regardez comme ça, c'est trop facile à prononcer. Enfin, je sais pas, on s'est déjà un peu pris la tête pour savoir comment on allait programmer ça, on allait traduire ça. Oui, on va essayer de trouver une traduction une fois que la lecture sera faite dans son intégralité pour qui corresponde à ça. Mais c'est il nous facilite pas la chose, Mike, là, sur ce coup. Mais comment tu présenteras un peu ce projet Le nouvel univers de Mike Mignola aujourd'hui, sans Hellboy, c'est presque ça. Et puis c'est toute la fantaisie et la manière qu'a Mike de puiser dans les contes et légendes du monde entier. Et on sent l'enthousiasme qu'a Mike de revenir au dessin aussi de la bande dessinée, parce que c'est souvent ce qu'il caractérise en fait en tant que créateur et auteur, c'est qu'il a des phases où il va aller faire de la peinture dans son coin et pas du tout de bande dessinée. Puis la bande dessinée se rappelle à lui et il a très envie d'y revenir. Et faut aller laisser découvrir toute la magie en fait qu'il y a là-dedans, parce que c'est de la fantaisie, c'est du fantastique. Avec une maîtrise ultime de la narration et du contraste noir et blanc tel qu'on lui connaît. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est un album qui sera accompagné d'une version noir et blanc de toute façon. Voilà. Et j'imagine que de toute façon, tu vas poursuivre aussi ton programme un peu d'accompagnement de certains albums avec notamment les couvertures alternatives ou même les éditions un peu augmentées. On sait qu'avec Pulps, notamment sur tous les types de distilleries, il y aura des couvertures variantes. Là, on a observé cette année le lancement du Comic Shops Assemble qui te permet de pérenniser aussi des liens que tu avais déjà avec certaines librairies comme le Comptoir du Rêve par exemple, mais voilà, et que ça grandisse. Oui, on a travaillé avec eux sur les Aphèmes et du Crépuscule. On refait aussi avec eux une couverture variante sur Spectrograph, d'ailleurs. Oui, qui est superbe. Voilà. Ouais. Et le CSA, enfin le Comic Shop Assemble, est partant aussi pour probablement travailler sur une édition variante de Criminal et sur Standstill également. Donc, ça, à chaque fois, c'est eux qui viennent te faire des propositions, ou c'est toi qui décides, il y aura un programme. C'est des échanges qu'on opère comme ça, selon les goûts. On discute fréquemment au téléphone avec un certain nombre de responsables décisionnaires du CSA, enfin leurs représentants, que ce soit le Comptoir du Rêve, que ce soit Central Comics, de la même manière que je le fais avec les gens de Pulps. Et c'est vraiment chouette d'avoir des différents partenaires. Ouais, je citerai également Astro City à Lille, qui est très très actif de ce côté-là. Donc c'est agréable, oui, d'avoir ces échanges directs avec le réseau de distribution. Ils font un boulot remarquable et qui convient de saluer et d'aider justement quand on le peut sur des éditions comme ça, quoi. Ouais, et puis même de créer de l'émulation en fait autour de certains trucs. Après, ça on peut dire que c'est très cosmétique ou superficiel, parce que c'est juste une couverture qui change. Mais ça permet quand même juste d'attirer l'attention un peu, ça permet d'aller des fois plus loin. Enfin, c'est le cas par exemple sur Somna, où on a fait une édition augmentée. Ah oui, super. Avec Pulps, là, où il y avait vraiment un gros additif derrière, un cahier complet. On l'avait déjà fait avec Pulps sur Spawn. On peut être amené à le refaire sur d'autres éditions. Hein, le Bowling with Corpses de Mignola. Voilà, j'espère je pense avoir accès à des choses intéressantes. Tout autre, voilà, on verra si le goût ne revient après le 5e volume de l'intégrale. Il y a des choses comme ça, et puis Eric nous ouvre facilement ses cahiers, par exemple, Eric Powell. Donc, il y a des choses à faire vraiment qui sont super. Ouais. Et pour une partie un peu plus chiante de la question, c'est vrai que ce sont toujours des tirages à très petits, des tirages limités. C'est des choses qui sont compliquées à gérer, comme dans l'économie d'un bouquin, de faire, parce qu'on sait que moins tu tires, plus un ouvrage en fait a un prix de fabrication ça dépend comment on le fait, quoi. Mais on s'arrange pour faire ce qu'on appelle les tirages en amalgame. Donc quand le contenu intérieur est identique, ça change pas beaucoup la donne, quoi. Il y a juste change le fichier de couverture pour la partie autre qui est différente, qui est ça. Alors par contre, on a quand même
oublié un truc dans ce programme 2025. En tout cas, moi, je m'insurge à titre personnel de pas l'avoir noté. C'est Ultra Mega, c'est James Aaron. Oui. Est-ce que tu le fais en 2025, le volume 2? À ton avis. J'espère bien que tu vas me dire oui. Mais après, le truc, c'est que il a pris du retard aussi un petit peu. Il a pris énormément de retard. Voilà, on va avoir un tome 2 qui va arriver 2 ans après le premier. C'est une série que j'adore le travail de James Aaron. C'est une understatement, c'est une évidence, quoi. J'attends là aussi pour vraiment. Alors, il est programmé en 2025, mais il peut encore bouger parce que même là, que ça soit vraiment complété, d'accord, puisqu'on a non plus 4 mais 5 numéros qui vont constituer normalement ce deuxième volume. Grosse pagination aussi. J'espère que ça permettra d'avoir une deuxième chance de faire une première bonne impression, en fait, puisque Ultra Mega n'a pas trouvé véritablement le public qu'on pouvait espérer sur son premier volume. Mais c'est juste, voilà, il fait partie de ces auteurs complètement exceptionnels, découverts sur BPRD d'ailleurs, et donc on va retrouver du James Aaron également dans les rééditions de BPRD L'Enfer sur Terre, puisque c'est ce qu'on débute également en début d'année 2025. Ouais. Et un dernier point encore, même si là je pense que c'est des choses qui vont pas trop bouger, c'est que du côté de Walking Dead, l'édition couleur, c'est toujours réservé aux single issues aux États-Unis, donc a priori de ce côté-là, il n'y a pas de. Non, j'allais dire pas d'espoir, mais même peut-être pas d'intention, puisque je suis pas sûr que ce soit forcément un truc qui t'intéresse et qui soit même forcément viable en fait de rééditer Walking Dead en couleur. C'est absolument pas au programme. Ouais. On en discute depuis 3 ans maintenant. Bah ouais, depuis que c'était. Avec Skybound, avec mes contacts chez Skybound. Eux de leur côté sont pas du tout prêts à faire une édition en recueil. En tout cas, ils ont aucun intérêt à le faire tant qu'ils ont pas publié jusqu'au 193e numéro. Sinon, il y a du trade waiting et les gens vont se dire on attend. Ouais, je serais pas aussi catégorique que toi parce que leur intérêt il fonctionne de manière différente de ce qu'on peut des fois imaginer. Ouais. Mais non, c'est pas dans leurs intentions éditoriales du moment. Voilà. Et c'est pas dans les nôtres non plus parce que de toute façon personne aujourd'hui ne peut le faire nulle part dans le monde. Donc voilà. C'est devenu un non-sujet. On verra. Ça redeviendra un sujet quand il sera sur la table et que ça sera rendu possible. Et là, on se posera la question de savoir si on le fait et si jamais on choisit de le faire, comment on le fait. Et un ultime point, même si pareil on en avait déjà parlé l'an dernier, tu disais quand je t'avais parlé un peu des formats de poche notamment, tu disais que t'avais pas de matériel, de choses qui étaient disponibles pour avoir ça. Ce à quoi je me permets quand même après y avoir réfléchi en me disant si quand même en fait t'as quand même si on parle de Spawn, de Hellboy ou même de maintenant je perds Invincible peut-être que tu veux sortir. Invincible ou Walking Dead, en fait t'as quand même des séries justement de très long cours qui pourraient bénéficier d'une édition plus petite. Mais c'est pas encore une fois nos choix stratégiques. Donc il y a à la fois c'est une fois de plus c'est des choix quoi vraiment qui sont faits. Si c'est pour sortir quelques ouvrages comme ça et puis casser la machine. Enfin, on a bien vu les atermoiements qu'il y a eu autour des choix qui ont été faits. Alors Urban continue à le faire, mais peut-être pas aussi de manière massive qu'il l'avait fait à une époque. Enfin, bon, c'est bien beau de balancer des trucs comme ça. Et puis, tu sais, moi le maître mot, il reste durer quoi, être là dans la durée. Pas forcément faire des trucs dans tous les sens et s'activer, s'affoler. Et c'est pas le choix stratégique qui est fait aujourd'hui par la structure. Donc même réponse que l'an dernier, quoi. Tout à fait. Mais t'inquiète pas, je vais pas non plus te poser la question. Rien t'empêche de la reposer l'an prochain. Oui, c'est pour voir, mais parce que de toute façon, Et ça pourra avoir changé. C'est pas la. De la même façon que certains ouvrages sont parus dans d'autres formats différents, alors qu'à un moment, t'étais plus sûr. Non, on garde une ligne. Voilà, on n'est pas à l'abri que des choses puissent changer dans l'avenir prochement. En tout cas, Thierry, je te remercie d'avoir pris une fois de plus le temps de répondre à mes questions et de discuter de tout cela. On vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et tout le travail qui est fourni derrière, vous pouvez le faire savoir en partageant l'émission sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Par exemple, si vous connaissez des lecteurs intéressés, des libraires, d'autres professionnels, n'hésitez pas à leur parler du podcast. Et s'il vous reste des sous après avoir fait un tour en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Thierry, je te dis à la prochaine. Salut. À la prochaine, merci.